Des Bouches-du-Rhône, 29 cantons, dont 12 cantons sont à Marseille. Je rappelle que le département des Bouches-du-Rhône, c'est 2 millions d'habitants. La collectivité, c'est 2,6 milliards d'euros. C'est l'une des mieux dotées du pays. Et nous allons nous arrêter là aussi sur le 3e canton de la ville de Marseille. Alors que Monsieur Maranda, je vous en prie, prenez place. Alors que 4 candidats sur 5 sont présents puisque, et c'est important de le signaler, le conseiller général sortant qui représente le Parti socialiste, M. J. Brayel, après nous avoir donné son accord, a décidé de ne pas participer à ce débat. C'est son droit, évidemment, et nous le respectons. En revanche, c'est notre droit, à nous aussi, de faire ce débat sans lui. Évidemment, son temps de parole sera assimilé au fait... on va faire comme s'il était présent, voilà, tout simplement, pour rester le plus simple possible. Bernard Marty est sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat de la Force du 13. Et pour résumer, pour faire simple, le candidat de Jean-Noël Guérini, aussi. Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Très bien. Président Jean-Noël Guérini. Président du Conseil général du département des Bouches-du-Rhône. Bernard Maranda, bonjour pour le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Georges Panagiotou, bonjour, UMP-UDI. Merci à vous d'être là. Et enfin, Valérie Darmianti pour... Diamanti, pardon. Et je l'avais bien écrit en plus. Oui. Merci à vous d'être là et vous représentez le Front de gauche. On va, comme tout à l'heure avec le département de Vaucluse, évoquer les forces en présence. Alors, ce département-là est un département extrêmement compliqué, si je puis dire, et encore c'est un euphémisme. Il y a pour la gauche, il y a des candidats Front de gauche, il y a des candidats Force du 13, il y a des candidats socialistes, il y a même dans des cantons où il y a des candidats socialistes en binôme avec des candidats Front de gauche. En fait, quand on regarde le tableau des candidats, Front de gauche, Force du 13, et Parti socialiste, on s'aperçoit, et je vais essayer d'être simple parce que c'est extrêmement compliqué, qu'il y a des candidats Force du 13 face à des socialistes qui sont considérés comme étant des ennemis de Jean-Noël Guérini. Est-ce que votre principal ennemi sur ce canton, c'est Henri Gibrayel, Bernard Marty? Non, mais écoutez, le principal ennemi sur ce canton, c'est notre ami Bernard Maranda, qui est le Front National. Vous savez, dans ce canton, il y a un peuple de gauche. Alors certes, au premier tour, ce peuple de gauche peut s'exprimer de manière libre. Il peut y avoir plusieurs méthodes, mais à la suite, vu la particularité de cette élection, où il faut réunir 12,5% des électeurs pour pouvoir participer au deuxième tour, nous avons tous bien compris qu'il y aurait un premier et un deuxième, et que ce serait par défaut que seraient décidés les candidats qui combattront. Voilà. Après, le peuple de gauche saura ce qu'il a à faire contre le Front National. Vous parlez du peuple de gauche. Oui, tout à fait. C'est une question que je vous poserai aussi à vous, madame. Enfin, Jean-Noël Guérini est toujours à gauche, Bernard Oui, Marty. mais bien sûr qu'il est toujours à gauche, absolument. Non, parce qu'il est quand même très proche de conseillers généraux écoutez, de droite. Et quand il fait une alliance avec, moi, je ne connais pas les avec Jean-Claude Gaudin entre les deux tours de la municipale, on peut se poser des questions. Il a même déclaré que droite-gauche... écoutez, le PS, hier ou avant-hier, disait qu'il valait mieux élire Martine Vassal que Jean-Noël Guérini. Patrick Menucci a dit ça. Patrick Menucci, effectivement, oui, je ne me rappelle plus qui c'était. Non, mais vous voyez, il y a un peu de pagaille à gauche. Ceci dit, vous savez, le peuple de gauche est un peuple qui réfléchit et on est dans un canton qui est foncièrement à gauche. Donc la solution, je pense, sera trouvée le moment venu. Quand on regarde le résultat des dernières élections européennes, M. Maranda, le Front National, dans ce canton, c'est 30-35% des voix, à peu près Oui, aux dernières élections, mais je pense que ça ne fait que monter et que les gens sont en train de réaliser... Je ne suis pas sûr que ce soit un canton aujourd'hui qui est majoritairement à gauche. Les gens ont compris que la gauche était une impasse et je pense qu'ils se tournent maintenant, qu'ils sont suffisamment intelligents pour comprendre que ça ne sert plus à rien de continuer à faire confiance à des gens qui les ont conduits au désastre que l'on connaît et que je crois que maintenant les gens sont assez responsables pour justement juger et choisir en toute indépendance. Donc vous êtes l'ennemi, de M. Marty. Oui. Mais on est l'ennemi pas de M. Marty, je suis l'ennemi de M. Marty, c'est-à-dire de tout l'ensemble qui jusqu'à présent a conduit notre beau pays dans l'état où il est actuellement. Et évidemment, le seul problème qu'il y a en France actuellement et le seul problème qui préoccupe tous ces gens, que ce soit UMP, PS, Front de gauche, les Verts et tout, c'est pas le chômage, non, l'immigration, non, la crise, non, c'est le Front National qui est en train petit à petit de grignoter et qui est en train de toucher à ce qu'ils ont de plus cher et de plus sacré, c'est-à-dire leur fauteuil et leurs propres intérêts.
Madame, par rapport à ce qui vient d'être dit, non mais ce sont des quartiers qui historiquement ont été, on se souvient tous de la figure emblématique de Guy Hermier, enfin, ce sont des quartiers qui ont voté massivement à gauche pendant de nombreuses années. On a le sentiment aujourd'hui effectivement que ces gens-là se détournent de la gauche que vous incarnez. Comment est-ce que vous l'analysez ? Moi, ce que je peux dire sur la candidature que je porte, d'abord, c'est une candidature anti-austéritaire. Ça, c'est vraiment fort. C'est une candidature anti-austéritaire contre la droite, contre l'extrême droite, mais aussi une candidature nouvelle, embryonnaire, un peu type grec, type à la Syriza. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on porte comme candidature, c'est aussi ça. C'est cette autre façon de faire de la politique. C'est-à-dire, on n'est pas tout seul, je ne vais pas que le front de gauche. Il y a les Verts qui sont avec nous, donc... Oui, là aussi, ils ne sont pas... Oui, je suis d'accord, mais si on rentre dans le détail des configurations politiques de ce département, on ne s'en sort pas, parce qu'il y a aussi des Verts qui sont contre les socialistes, contre les fronts de gauche, voire alliés de temps en temps. Sur ce canton, quand Jean-Noël Guérini, le président, je n'aime pas dire le nom, le président du Conseil général critique les engagements de l'État et qui vote au Sénat la loi sur le budget 2015 et la loi concernant la sécurité sociale, je me pose la question de réfléchir à ce que ça veut dire. Si on peut avoir, il y a deux discours, un discours qui est dans le département et puis un discours qui est au niveau national. Donc, je pense c'est porteur. Je crois qu'aujourd'hui, dans ces quartiers, c'est juste la raison pour dire qu'à un moment donné, il y a très longtemps, c'était des bastions communistes, mais ça, la population a changé. Alors voilà. Attention, les temps de parole sont voilà, attention, parce que le temps que vous perdez, c'est un temps perdu. Hein. D'accord. Monsieur Panagiotou, ces quartiers-là ont toujours été des quartiers difficiles pour la droite que vous incarnez. Comment se fait-il que vous n'y arrivez pas, quoi. Visiblement, c'est le Front National qui a tiré son épingle du jeu, en tout cas dans ces quartiers-là. Mais écoutez, permettez-moi quand même d'émettre un petit bémol, hein, tout simplement aux dernières municipales. Hein, je me souviens encore de cette campagne qui date de l'année dernière, de mars dernier, qui est 2014, pardon. Oui, et donc où on nous disait que la gauche allait passer à l'époque, donc le Parti socialiste au premier tour. Donc je pense qu'on a été quand même présent. Sans doute aujourd'hui, parce que nous sommes les seuls à être un peu unis, hein, puisque le centre que je représente avec l'UMP, qui on a un partenariat clair et précis, aujourd'hui est une alternative, je pense. Et si vous me permettez, tout le monde l'a négligé. Je crois qu'une élection, ça se mène jusqu'au bout. Hein. Il ne faut pas nous négliger à ce point, M. Marty, hein, en disant que votre ennemi est que M. Maranda, parce que nous sommes des outsiders, je pense, importants. Et je le pense d'autant plus qu'aujourd'hui, la problématique du territoire et du canton que l'on représente, c'est pas celle d'un canton de gauche, c'est celle de tous les cantons de France. C'est-à-dire aujourd'hui, on est devant une crise nationale, hein, qui est due donc à un gouvernement de gauche. Et je crois que les problématiques de notre territoire sont les mêmes que ceux des territoires d'à côté. Hein. Très bien. Donc voilà. Très bien, je vous remercie. C'était clair. Madame Diamanti, on va rester sur ces questions de politique politicienne. Pareil, hein, on passera au dossier plus important dans un instant. Moi, j'aimerais qu'on évoque le troisième tour, ce fameux tour où on vote pour l'élection du président. Moi, j'aimerais avoir votre position. Quel sera votre vote si vous êtes élu, par exemple, entre Martine Vassal et Jean-Noël Guérini? Il y aura un candidat de Front de gauche qui sera présent pour le troisième tour, bien sûr. Oui. Et je voterai pour le candidat Front de gauche à la présidence. D'accord. Voilà. Et entre le... Non, mais... Ah non, mais... Et s'il n'y a pas... Après, je n'ai pas voté pour... La fois passée, il n'y a pas eu cette configuration-là, puisque les communistes... Je n'ai pas voté pour Martine Vassal, mais pour la droite. Donc vous voterez pour Jean-Noël Guérini? Je voterai pour le candidat le mieux placé à gauche. Que vous considérez comme étant à gauche? Si c'est Jean-Noël Guérini, il n'est pas encore élu. Et s'il y a un candidat socialiste, et s'il y a un candidat socialiste, ce qui peut se produire, puisque les socialistes, les vrais, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'ils se qualifient, présentent un candidat à la présidence, entre M. Guérini et un candidat socialiste, vous voterez pour qui? Un candidat socialiste. Très bien. Vous risquez d'être la seule, parce que les communistes, me semble-t-il, au Conseil général, ont toujours suivi Jean-Noël Guérini. Hein. Depuis longtemps. Peut-être que je suis vous êtes en désaccord avec eux. Voilà. C'est pas une question de désaccord. C'est pas une question de désaccord. C'est une question.
Moi, je voterai pour le candidat qui se situe à gauche. Je ne veux pas que le département aille à droite. Je crois que la question qui me turlupine, moi, dans ce secteur, c'est la question du clientélisme, qui n'est pas un clientélisme de gauche ou de droite. Voilà, donc, très bien. Vous avez pris un petit peu d'avance. Voilà. Alors, Maranda, est-ce que vous serez le chef de file? C'est vous, si vous êtes élu, qui serez candidat à la présidence du Conseil général? Ça n'a pas encore été décidé. Mais c'est ça qui est fou, d'ailleurs. Hein? C'est ça qui est fou, d'ailleurs. On voit chaque chose en son temps. Oui. Non, mais a priori, bon, si vous êtes élu... Oui, bon, on en discutera en fonction des disponibilités, en fonction des avantages et des inconvénients de chaque personne qui postulera à ce moment-là. Chez nous, c'est assez démocratique et la discussion ira entre les différents postulants, même si ça a un peu commencé. Mais enfin, bon, ça... Est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver des volontaires pour participer à ce suffrage? Parce que quand on regarde la liste, à part vous, il y a quand même, M. Comas, il y a quand même peu de têtes connues, quoi. Hein. Ben, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement, quoi. Ça, c'est vrai que... Alors, ça a mis du temps à arriver, hein, les binômes. Ça a mis du temps à arriver, voilà, vous étiez un peu les derniers, voilà, on a été informés assez tard, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a actuellement un enthousiasme à l'intérieur du Front et à l'intérieur du peuple, que je ne qualifierais pas de gauche ou de droite, mais du peuple tout court, qui fait que c'est vrai que les résultats du Front, le programme du Front, la dynamique du Front amènent beaucoup de gens qui ont envie de participer et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de têtes nouvelles qui arrivent, qui veulent participer, qui veulent leur part dans ce projet. Dans la partie, c'est bizarre parce que quand j'ai vu votre nom apparaître sur la liste Force du 13, moi je vous attendais plutôt du côté du front de gauche parce que, bon voilà, tout le monde vous connaît, Bernard Marty, vous avez eu une autre vie avant de faire de la politique, hein, vous étiez le leader CGT de la SNCM, donc on s'est énormément rencontrés il y a quelques années, à l'époque des grands conflits, des gros conflits, malheureusement, bon, ça se termine pas bien cette histoire-là, mais vous êtes plus dans la société, mais je présume que vous suivez ça avec un œil attentif. Pourquoi vous êtes engagé au côté de Jean-Noël Guérini? Bien, écoutez, j'ai fait ce choix-là parce qu'il y a eu plusieurs élections et que ces élections-là ne m'ont pas permis d'avoir d'accord avec mes camarades communistes, puisque je suis toujours communiste à ce jour. Oui, tout à fait. Et oui, sur les statuts, oui. Vous êtes à jour de cotisation? Je suis à jour de mes cotisations. Sur les statuts, il est exclu. Je ne le savais pas. C'est bien que vous me le signifiez. Donc, écoutez, voilà, vous la prenez en direct sur ce plateau. Mais oui, je la prends en direct sur ce plateau, mais à l'heure où je parle, je verse toujours mes cotisations au parti qui est le mien, non pas au Front de gauche, mais au Parti communiste. Et donc, vous voyez, dès lors qu'on ne m'a pas contacté, on n'a pas eu de rapport politique entre la section du parti et moi-même, eh bien j'ai fait un autre choix. Puis je considère quand même que la Force du 13 est un parti à construire et qu'au vu des problèmes politiques à gauche aujourd'hui, il est clair que peut-être que la Force du 13 peut être une coquille qui peut être remplie de politique et de politique purement à gauche. Vous inscrivez dans l'avenir de Jean-Noël Guérini qui veut aussi présenter des listes régionales. Tout à fait, tout à fait. Derrière l'engagement de la Force du 13 aujourd'hui, il y a d'autres élections et nous y participerons. Monsieur Panagiottou, vous débarquez, hein, vous, un peu dans le paysage politique Écoutez, la politique, non, puisque ça fait plus de 25 ans que je la fais, mais c'est vrai que, en tous les cas, sur le territoire, j'étais aux dernières municipales dans la coulissier de Madame Fructus. Je connais bien le territoire aujourd'hui parce que pour y être toute l'année, mais je suis vous me voyez un peu étonné par ce que me dit M. Marty, puisque quelque part je ne sais pas quel renouveau va faire aujourd'hui la Force du 13 à partir du moment où son président est un président qu'on a eu ici pendant 18 ans. Pendant 18 ans, on a vu du clientélisme effectivement, donc on a vu pas mal de choses et donc c'est pour ça que je suis étonné effectivement de ce renouveau. Évidemment, on parlera de l'aide aux communes, hein, puisque c'est un peu votre argument de campagne. Hein. Il fait campagne avec le chéquier. Je sais ce que Martine Vassal dit. Elle dit ça, mais j'ai le sentiment que vous dites d'ailleurs un peu que ça, non? Non Alors, non, je peux vous en rajouter. Si vous reprenez le sujet tout à l'heure, on en rajoutera. Hein. Bon, très bien. Donc, on y reviendra. Allez, on va parler de famille et de solidarité. 1,2 milliard de dépenses consacrées à ce poste-là, qui est évidemment un poste important, fondamental. Je le précisais tout à l'heure, il y a les compétences obligatoires, hein, le versement du RSA, de l'APA, et puis il y a la possibilité pour les départements d'enclencher un certain nombre de projets. Je pense aux maisons de retraite. Ça fait des années qu'il n'y a plus de construction de maisons de retraite dans ce département. Est-ce que par rapport à ce poste-là, précisément, vous pensez que les choses ont été mal faites et est-ce que vous espérez faire mieux? Monsieur Maranda.
C'est une vraie préoccupation avec les vieillissements de la population et avec la somme qui est injectée dans ce poste-là, qui est l'argent des contribuables en partie. On aimerait vous entendre sur ce point-là. Bon, ben, vous pouvez m'entendre. C'est évident que sur ce poste-là, nous avons beaucoup de critiques à émettre et c'est évident que nous voulons faire autre chose. À ce niveau, comme dans bien d'autres domaines, de toute façon. Moi, à titre personnel, c'est vrai que le sujet que vous abordez m'intéresse plus particulièrement puisque c'est mon métier et que les gens que j'opère, souvent, sont des personnes âgées, école du fémur, et que donc je suis bien au courant des problèmes qu'il y a de placement et le problème de ces maisons de retraite qui sont effectivement en nombre insuffisant. Donc ça, c'est sûr que quelqu'un a dit, je crois que c'est Brodel qui a dit, gouverner, c'est prévoir, et visiblement, localement comme d'ailleurs nationalement, cette maxime n'a pas été tellement employée et évidemment... Mais comment fait-on pour construire des établissements qui coûtent relativement cher avec un budget qui est contraint et qui est de moins en moins important parce qu'on le voit très clairement, les dotations globales de l'État sont en diminution. Non mais l'histoire du budget qui est insuffisant, je n'y crois pas. La masse monétaire est tout à fait suffisante et le Conseil général a de l'argent. Après, ça dépend à quoi on emploie l'argent que l'on a. Donc il est mal employé à l'heure actuelle. Évidemment, c'est ça. Le but de cette élection, c'est une politique globale qui est de la répartition des priorités. Ce que fait le Conseil général actuellement, l'argent qu'il met en priorité dans certains secteurs, évidemment au détriment des autres, c'est ça sur lequel on va agir, nous. C'est-à-dire qu'on aura d'autres priorités et que cet argent qui existe, on l'emploiera de façon conforme à notre programme et à nos aspirations. Bernard Marty, sur ce point-là. Écoutez, je pense qu'on peut toujours s'améliorer, mais les dépenses importantes sont mises en œuvre pour la santé. 100 millions d'équipements pour les hôpitaux et pour l'IPC. Je pense que il est clair que... Centre anti-cancer, pas Olicalmet, l'IPC. IPC, centre anticancéreux, oui. Pas Olicalmet. Donc, je pense que des choix sont faits. Et effectivement, il pourrait y avoir comme choix, effectivement, d'augmenter les financements pour les constructions de maisons de retraite. Mais le budget n'est pas extensible et il y a des choix importants à faire. Oui, tout à fait. Et en plus, les dotations de l'État, effectivement, ne sont pas de nature à être augmentées. Donc, oui, mais il y a d'autres secteurs sur lesquels on peut diminuer. Tout à fait. Peut-être. Sauf que... quand on voit l'argent versé pour la communication, pour les transports et autres, il y a des besoins. Hein. Je veux dire, puisqu'on est dans les quartiers nord, on sent bien qu'en termes de transport, il y a de gros besoins. Et qui ne sont pas, à l'heure où nous parlons, réglés. Puisque les rames de métro qui monteraient plus haut dans le nord du canton, ça serait vachement bien. Et que Oui, mais quand Jean-Noël Guérini ne signe pas avec M. Vauzel le contrat de plan État-région, il bloque ce type de projet dans vos quartiers. Mais tout à fait. Oui, absolument. Il bloque parce que... Je donne la parole juste après. Parce que les choix ne sont pas forcément toujours les bons. Alors, on est, M. Maranda et moi-même, membres de la communauté urbaine. Alors, on sent bien qu'il y a des difficultés à aller le métro plus loin. D'accord ? On sent bien qu'il y a des réticences et qu'on aurait plutôt tendance, sans opposer le sud au nord, à créer les conditions de beaucoup plus investir dans le sud que ce qu'on le fait dans le nord, alors qu'il y a des besoins gigantesques. Sur ce point-là, d'abord les maisons de retraite. Sur les maisons de retraite. Et après, effectivement, sur la répartition qui peut être en tout cas, quelle est votre analyse par rapport à la manière dont les choses sont faites ? Alors, je suis d'accord qu'il y a un coup de frein qui a été donné sur la construction des maisons de retraite depuis 2009. Il faut quand même savoir que... Depuis 2009, hein. Voilà. J'avais plus la date en tête. Voilà, c'est 2009. Donc, il est évident aussi qu'il faut savoir qu'une construction de maison de retraite, ça prend 6 ans. Donc, quelque part, le retard que l'on a, c'est pas, on va pas le combler l'année prochaine. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Vous êtes en train de nous dire que vous n'allez pas tout régler d'un coup de baguette magique. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Si jamais on gagne, ça va être compliqué. Attention. C'est pas du tout ce que je dis. Non, c'est pas tout ce que je dis. J'allais vous dire quand même que c'est important, que malheureusement, le Conseil général jusqu'à aujourd'hui n'y a pas pensé, en tous les cas. Et effectivement, je suis d'accord aussi qu'il y avait on connaît les chiffres entre 2010 et 2014, parce que là, M. Marty nous a donné quelques chiffres, mais le budget, si vous voulez, des investissements a diminué. Certes, mais à un moment donné, il y a eu, il y a des dépenses qui ont augmenté, qui n'auraient pas dû d'une 60aine de millions. Je crois que c'est une vraie problématique. Effectivement, l'argent n'est pas alloué là où il faudrait. Moi, je pense que c'est exact. Parfait, vous avez répondu aux 2 points. Madame Diamanti. Sur les maisons de retraite, je crois qu'il y a 16 millions de moins de dotation de l'État. Ça fait 1% qu'on pourrait mettre sur la question de la construction de maisons de retraite. Par exemple,
création de maisons de retraite publiques. Et à la fois, on pourrait créer, par exemple, un service d'aide à la personne pour maintenir les personnes âgées dans leur lieu de vie. Oui, parce que je rappelle que l'APA, qui est je fais juste une parenthèse, qui est l'aide à l'autonomie pour la personne, ne prend pas en charge les frais de logement. Hein. Ouais. Donc ça peut être aussi, dans le cas de la clause de comptage général, une politique volontariste du Conseil général. Qui a priori ne fera plus partie du domaine de compétences du département. Ça bouge, hein, la clause de compétence générale. A priori, ça va être validé puisque c'est les communes qui récupèrent la clause de compétence générale. Voilà. Et sur la répartition, donc ? Sur la répartition, je pense qu'il faut qu'on continue à justement peut-être développer ce secteur-là. Hein. Ouais, et sur le fait qu'il y a un blocage au niveau de la signature du contrat de plan État-région et qui impacte très directement tous les quartiers de Marseille, mais celui qui en a le plus besoin. Parce que j'y suis pleinement. J'ai des jeunes qui viennent de formation qui mettent une heure et quart, 1h30 pour venir d'un quartier comme la Caserne ou Saint-Antoine pour venir dans le centre-ville en prenant le bus, le métro, puis rebus. Par exemple, la Provence, dans la semaine ou la semaine dernière, montrait, y compris au niveau d'un article, que par exemple la station de la Fourragère est déficitaire. Il y a une vraie question et on programme le prolongement du métro de ce côté-là. C'est une vraie question. C'est-à-dire, si on prolongeait de Bougainville à l'hôpital Nord, par exemple, c'est 6 millions de personnes par an. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est aussi la question du droit de la ville à tous, pour tous, dans cette ville justement qui est inégalitaire. C'est une vraie question à travailler. On y reviendra on reviendra au fait qu'effectivement ce sont des quartiers qui sont aussi pénalisés par la question délicate, surtout sur ce département de l'aide aux communes. Hein. On verra qu'à Marseille, l'aide aux communes n'est pas terrible. Même le département n'est pas bon. Ouais, juste un mot puisqu'on est dans le chapitre social, et voilà, encore une fois, c'est la compétence essentielle du département, sur le fait que le Conseil général du département des Bouches-du-Rhône ait mis en place un système de surveillance des aides versées. Est-ce qu'il faut aller plus loin, comme à Nice, par exemple, où M. Ciotti, qui est le président du département des Alpes-Maritimes, a mis un système en place qui est extrêmement sévère. A priori, celui-ci est un petit peu plus poreux. Quel est votre sentiment ? Est-ce qu'il faut vraiment surveiller de façon stricte les allocations qui sont versées ? Parce qu'on sait que, il y a des choses, il y a des fuites, quoi. Oui. Monsieur Panagiotto. Écoutez, oui, c'est évident, je pense. À la rigueur, c'est même logique. Hein. Vous voyez, c'est même pas politique. Hein. Je crois qu'à un moment donné, pour ne pas pénaliser les personnes qui en ont vraiment besoin, il faut effectivement effectuer des contrôles. Aujourd'hui, on n'est pas allé assez loin. Assez loin. Oui, il faudrait aller un peu plus loin. Oui. Oui. Monsieur Maranda. À l'évidence, il y a eu un laisser-aller depuis des décennies au niveau des prestations sociales en particulier, qui sont absolument incroyables. Et on sait très bien, à moins de faire un déni de vérité, qu'il y a actuellement des sommes considérables d'argent qui sont données à des gens qui n'en sont pas redevables réellement. Et cela, évidemment, au détriment des autres, et où après, il manque de l'argent. Les autres, c'est qui les autres ? C'est ceux qui, eux, pour le coup, en ont besoin bien sûr, c'est bien sûr qu'il faut. Qui en ont pas besoin, il y en a qui monopolisent des sommes d'argent phénoménales, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau habitation, au détriment de gens qui attendent tranquillement, qui les méritent et qui ne les ont pas. La question que je vous pose, c'est comment fait-on la différence entre ceux qui en ont besoin et ceux qui n'en ont pas besoin ? Ce sont des contrôles. Régulièrement, il y a des scandales qui éclatent, qui sont vite étouffés parce que c'est pas politiquement correct, de gens qui profitent de prestations hallucinantes de façon tout à fait anormale. Et c'est ça le problème de la politique. La raison pour laquelle on est là, c'est que par rapport aux Français, on doit, à un moment donné, redistribuer l'argent qu'ils donnent par leurs impôts pour des choses qui sont bien pour l'intérêt public et non pas pour obéir à des fantasmes idéologiques. Valérie Diamanti. Sur cette question-là, il y a un organisme de contrôle qui existe, national, et qui, depuis des années, contrôle, y compris, même il y a quelques années, le président a mis en place un service qui faisait le contrôle des RSA. Beaucoup de gens se sont insurgés, notamment les travailleurs sociaux. Parce que j'imagine que pas ce que ça veut dire de vivre avec un minima social tel que le RSA. J'ai jusqu'au bout. Ça représente 0,58% de la fraude.
quand on passe à la fraude fiscale de 2000 familles qui se comptent par milliards, il y a une vraie question à travailler. Est-ce que c'est la chasse aux pauvres qu'on fait Il y a une vraie question. Non, ça c'est pas. La fraude, par définition, on ne la connaît pas. C'est moins de 1% des allocataires sur le RSA. C'est pas possible d'entendre. Il reste 2 minutes avant le flash sur le fait qu'effectivement, c'est aussi avec ce discours que le Front National gagne des voix et des électeurs. Est-ce que vous n'avez pas été trop angélique sur cette question-là, Monsieur Marty et Monsieur Panagiotto? Non, moi je ne pense pas qu'on ait été angélique, puisque dès 2004, le président du Conseil général a déployé des contrôles sur ce sujet, qui ont été rendus obligatoires en 2009. Moi je regrette, les gens qui opèrent au contrôle ont du bon sens quand même, parce que peut-être qu'on n'imagine pas que dans ce canton-là, il y a de la misère, plus qu'ailleurs. Alors peut-être qu'il y a plus de dépenses, c'est sûr, mais il y a plus de misère aussi. Donc après, on peut tout dire, on peut toujours trouver les voies et les moyens pour raconter qu'on dépenserait trop d'argent là où il y en a le plus besoin. C'est comme ça. À un moment donné, si on remettait comme valeur première le travail, l'emploi dans ces quartiers, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais la difficulté, c'est que dans ces quartiers-là, les enfants n'ont peut-être pas l'habitude de voir leur père se lever le matin pour aller bosser. Et donc du coup... Est-ce que vous n'avez pas échoué là où le Front National, en ce moment, est en train d'avoir des oreilles plus que attentives? J'appelle pas ça des oreilles attentives, hein, honnêtement. Les élections, on peut se dire que oui. Mais je vais vous expliquer, parce que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, effectivement, mais pas que dans notre territoire, donc les gens ont des craintes, des peurs, voire même en veulent aux autres, justement, par rapport à justement, et vous avez raison, c'est là où il faut être attentif, puisqu'ils en veulent globalement aux autres, comme quoi on est dans un pays où ça fraude, où ça triche. Oui, mais bon, mais à la rigueur, M. Maranda, vous ne proposez pas vraiment de programme, par surfer sur les peurs. Vous me surfez sur les peurs. Votre programme, à part lutter contre le Front National, c'est quoi votre programme? Non, je ne suis pas en train de lutter. À part ça, que ce soit aux uns ou aux autres, votre programme, c'est lutter contre le Front National. Pas du tout. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vraiment 15 secondes, parce qu'on a le flash. Oui, donc, mais c'est pour ça qu'on a parlé de contrôle plus pointu, effectivement, puisque vous dites. Mais je ne pense pas que ce soit trop tard. Voilà. Allez, on poursuit ce débat juste après le flash. On va dépasser légèrement midi. On se retrouve juste après. Très au 3e canton de la ville de Marseille. Allez, on va évoquer rapidement les collèges. Jean-Noël Guérini a annoncé la mise à disposition d'une tablette numérique. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée? Bernard Marty, oui, vous n'allez pas me dire non. Évidemment. J'aurais tort de vous dire non, mais je pense que c'est créer les conditions de la modernité dans les collèges. Et dans les quartiers nord, ils ont tous Internet, les gamins? Mais on va faire en sorte qu'il l'ait dans tous les collèges. Même à la maison. Il y a dans tous les collèges. Bien, mais à la maison, Écoutez, à la maison, qu'il l'ait déjà au collège, et puis après on verra. Je comprends bien que c'est un problème économique, mais au moins, dans le collège, ils auront la possibilité, puisqu'il y a le Wi-Fi et la DSL. La DSL. Monsieur Panagiotto, j'allais exactement dire ce que vous avez dit, ça s'appelle la fracture numérique. Effectivement, les enfants, on pense peut-être qu'ils soient reliés effectivement à Internet avant de leur offrir une tablette. Enfin, je pense, mais que c'est absolument ça aussi logique. C'est bien, c'est une belle action, mais bon, il fallait peut-être commencer par le début. Valérie Lamerty. Je suis d'accord avec ce que disait. Moi, je trouve que c'est bien que moi qui suis enseignante, en plus, c'est bien que les enfants puissent aussi avoir accès à ce type de matériel informatique. La question se pose aussi sur la question de l'équipement à la maison, mais je pense qu'il y a aussi d'autres besoins plus importants, notamment contre l'échec scolaire, etc. Il y a peut-être aussi à travailler... Ça leur permet d'avoir un objet que peut-être qu'ils n'auraient pas eu les moyens de s'acheter. Je suis d'accord, de toute façon. Monsieur Maranda. Oui. Je peux, excusez-moi. Il y a y compris dans le projet des tablettes, une carte permettant de pouvoir faire des achats informatiques. D'accord, c'est le projet qui a été présenté hier. Oui, d'annoncer ça la veille des élections, c'est très bien de donner une tablette hybride aux enfants. Oui, évidemment, on peut être que pour. C'est un coup électoral, c'est ça. Vous voulez gagner plus ou vous voulez plus de vacances? Oui, d'accord. Mais enfin, le problème, c'est pas le problème principal. C'est pas ça qui suffit et qui va redonner au collège et à l'enseignement la valeur qu'ils ont perdue et qu'il faut absolument retrouver. Je pense que dans la priorité du Conseil général au niveau du collège, il y a d'autres facteurs que d'offrir une tablette qui est très redonner le goût d'apprendre, de la lecture, redonner le goût de la discipline, redonner aux enseignants l'envie de transmettre une culture et quelque chose, l'envie de lutter contre le communautarisme dans l'école. Il y a beaucoup de choses qui me paraissent nettement plus importantes qu'une tablette. C'est comme quand vous évoquez les questions de sécurité. Mais c'est pas ça le problème. Les gens qui vont voter pour
Front National, ils ne vont pas voter uniquement pour les problèmes du département. Il y a aussi une vision globale, et c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que les gens qui votent Front National, son vote, son opposition. Mais évidemment, il y a une politique globale que nous voulons mettre en œuvre et qui ne va pas être uniquement dans un petit endroit du territoire. Allez, on va parler de l'aide aux communes. C'est très présent dans votre campagne, M. Panagiottou, la campagne avec le chéquier. Alors, l'aide aux communes, c'est 155 millions pour financer des projets d'investissement pour les communes, ce qui est quand même important. De 500 millions d'investissements, c'est ça? Oui, ça a été porté à 300 et quelques pour les 5 ans à venir. C'est quelque chose, je le disais, d'indispensable et qui compense par rapport aux communes les baisses de dotation de l'État, je vais y arriver. En revanche, il y a un problème de répartition. Quand on regarde de 1 à 15 en fonction des communes de même taille. Alors il y a un truc qui est rigolo, c'est quand on regarde le tableau de l'aide aux communes, on s'aperçoit que celle qui en bénéficie le plus, c'est la commune la plus riche du département. Elle s'appelle Saint-Antonin-sur-Bayon. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Je ne la connais pas. Je m'excuse. C'est la commune la plus riche du département. Alors, c'est pas tout à fait la plus riche, pardonnez-moi. C'est Saint-Marc-Jaume-Garde, mais qui est la deuxième à bénéficier des aides aux communes. Moi, je pense franchement que... je pense que c'est à moi que vous adressiez. Absolument, M. Marty. D'accord. Je pense vraiment que avoir des propos comme le Lucky Luke du carnet tchèque ou de... C'est un peu moyen. Et moi, je ne connais pas. C'est juste un fait. Mais moi, je vous le dis, je suis candidat dans le canton du 15e et 16e arrondissement. La commune dont vous parlez, malheureusement, je ne la connais pas. Je ne suis pas aux affaires au Conseil général. Mais Marseille, c'est 6 € par habitant. Marseille, 1210 € pour la commune que je viens de citer, Saint-Antonin-sur-Bayon. 1178 € sur la commune Saint-Marc-Jaume-Garde. 6 € sur Marseille. Non, vous avez raison, M. Bézières. C'est pas moi qui ai raison. C'est juste des chiffres. Marseille, c'est 569 millions d'euros. Je me suis fait donner les chiffres hier soir. Vous ne les connaissez pas parfaitement. Ça fait. Il faut sortir les grands équipements du tramway qui bénéficient. Dans les grands équipements, il y a 180 millions pour la L2, 150 millions pour le métro et le tramway, ce dont on parlait tout à l'heure, relatif aux besoins de dessert des quartiers nord. 100 millions d'équipements pour les services hospitaliers et pour l'IPC, l'Institut Paoli-Calmette. 50 millions pour la piétonisation du Vieux-Port, 32 millions pour Euroméditerranée. Oui, et ce sont des aides qui sont tout à fait... le problème n'est pas là, c'est juste la répartition. 6 € pour Marseille, et qui ne profite pas au quartier nord, qui en ont besoin, 1210 € pour la commune, l'une des communes les plus riches du département. Monsieur Panagiottou. Écoutez, 800 € par Marseillais sans l'aide sociale. Oui. Monsieur Panagiottou. Faut acheter des calculateurs. Qui bénéficie de l'aide sociale, non. Non, je répète, 800 € par Marseillais sans les aides sociales. D'accord. Donc, il faut acheter des calculateurs. Rapidement, il reste 5 minutes d'émission. Oui, écoutez, bien sûr qu'on n'est pas d'accord avec M. Marty, sinon ça peut arriver. Vous en doutez. Non, de toute façon, c'est clair qu'on a des blocages du Conseil général. C'est même pour ça que l'on se bat et qu'on est candidat, pour pouvoir changer... Vous ne connaissez pas les étiquettes politiques de ces deux communes. Non, je suis... Ils sont peut-être à droite. Voilà, je ne rentre pas dans le débat. D'accord. Bon, donc simplement pour vous dire qu'effectivement, si la formule de Lucky Luke déplaît, je crois que c'est des faits qui sont importants. Les faits sont réels, quoi. Voilà. Je veux bien enlever la formule, si vous voulez, mais c'est des faits qui comptent. Enfin bon, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on voit, des communes qui sont privilégiées, d'autres qui ne le sont pas. Et parfois, effectivement, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais on entend effectivement que certains sont plus favorables au président du Conseil général. Voilà. Maintenant, ça vient de là. C'est du clientélisme, quoi. C'est du clientélisme, bien entendu. Okay. Madame Diamanti. Sur le canton, je pense que le Conseil général ne va pas assez loin. Je pense qu'il faut faire plus que du rattrapage. C'est-à-dire que le président du Conseil général et bien entendu le conseiller général sortant, je crois qu'il faut faire encore beaucoup plus. Sur cette question d'aide aux communes, je pense qu'il faut... On a une proposition qui est intéressante, c'est une commission de transparence d'attribution des aides aux communes. Il me semble que c'est en commission permanente aujourd'hui. Oui, mais justement, je pense qu'y compris sous le contrôle des élus, des habitants, des associations. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse aussi. Oula. Oui, non. Donc plus de transparence sur l'aide aux communes. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, tel que vous voyez ce tableau, ça ne vous convient pas? On ira plus loin, il faut aller plus loin. Sur les projets, je pense y compris par rapport à notre canton, et surtout sur notre canton, qui a besoin peut-être de... Même si on attend toujours qu'on en fait déjà assez trop, je pense qu'il faut qu'on en fasse plus. Monsieur Maranda,
Bien, c'est évident que ce qui se passe actuellement ne peut pas durer et que justement la candidature du Front National, c'est pour essayer de faire changer ce Conseil général qui vit avec la complicité de l'UMP, il faut bien le dire, dans le système guérinisme et dans le système clientéliste depuis des années. C'est un secret pour personne, ça a été dénoncé et je crois que c'est pas la peine de faire semblant de découvrir quelque chose qui existe et qui est un fait notoire. Et le clientélisme, on l'a vu au moment des sénatoriales, que quand même beaucoup de maires avaient apporté leur soutien à M. Guérini, et c'était pas gratuitement, on le sait très bien. Il faut quand même pas être dupe. J'ai oublié très rapidement. Le groupe communiste au Conseil général, depuis des années, demande une commission de contrôle des fonds publics, qui est refusée par l'ensemble du groupe de la majorité. Et vote le budget du Conseil général. Voilà. Oui, vote le budget du président Guérini. C'est pour ça. Ils sont 6, me semble-t-il, les communistes, et ils votent avec le président Guérini. Monsieur Panagiotou. Bien sûr. Que M. Maranda, encore, voilà, ce sont des idées toutes faites, lancées, des caricatures, vous lancez des phrases qui pour moi, ne portent pas. Vous voyez, je veux dire, vous n'étayez pas, vous dites... C'est pas pour vous que je les porte, c'est pour le peuple et pour les électeurs. Oui, donc c'était pour vous dire que, bon, et les sénatoriales, ça va, vous avez eu... Eh bien, on a vu le clientélisme, M. Guérini en œuvre. Monsieur Panagiotou. Avec la complicité de l'UMP, on le sait. Rapidement. C'est avec la complicité de l'UMP que vous avez aujourd'hui des sénateurs, c'est ça? Pardon? Vous avez des sénateurs comment, vous? Grâce à la complicité de l'UMP? Par nos idées, par notre programme et par l'adhésion des électeurs. Monsieur Panagiotou, s'il vous plaît. Alors, donc, écoutez, non, moi, je suis sidéré, voilà, parce que Monsieur Maranda représente tout à fait dans ces élections départementales la montée du front. Voilà, il utilise des idées, il utilise des. Non, mais je vous explique. Merci à tous les quatre. On est sur des temps de parole. On est sur des temps de parole à peu près équivalents. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur notre plateau. Très compliqué ce département. Oui. Norbert. Si vous me permettez, juste deux éléments de synthèse. Vous avez vu la réponse à votre première question, ennemi. Personne est revenu sur ce qui fait la nature du champ démocratique, la compétition, la concurrence, être concurrent, compétiteur et ne pas être ennemi. Et à Marseille, ça prend toujours je dirais, une certaine coloration. Deuxièmement, c'est la relation entre le local et le national. Est-ce qu'il s'agit de programmes nationaux ou de programmes départementaux? Est-ce que le facteur de vote sera national ou local? Et enfin, voir aussi que nous avons des partis qui partent différemment à la bataille, avec des leaders départementaux ou sans leaders départementaux. Merci Norbert. Je rappelle que vous êtes candidat sur le 3e canton de la ville de Marseille. Nous voyons les autres binômes, donc le binôme socialiste que nous avons invité, qui a décliné, et un binôme de Debout la France. Les programmes se poursuivent sur France 3 Provence-Alpes avec un documentaire à 15h25 et Édouard et le Luberon. On se retrouve samedi prochain sur France 3 Provence-Alpes et nous ferons un focus à la fois sur le département des Hautes-Alpes et nous reviendrons également sur le département des Bouches-du-Rhône. Très bon week-end sur la 3. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas le vote, c'est le 22 et le 29 mars prochain. Merci.